Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il s'appelle Juan Carlos Ondo Mangué, il est magistrat, ancien président de la Cour suprême de la Guinée équatoriale. Il vit depuis 2020 en exil, loin de son pays qu'il compare à la Corée du Nord. La justice équato-guinéenne vient justement d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre pour tentative de déstabilisation. Elle lui reproche de vouloir prendre le pouvoir par coup d'État. Alors, persécution politique ou volonté réelle de prise de pouvoir par la force, nous le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité, Juan Carlos Ondo Mangué. Bienvenue à vous. Merci, Monsieur Togbé, de bien vouloir me concéder la parole pour apporter un éclairage à l'opinion publique qui est fort nécessaire en ces moments. Merci. Merci, Monsieur Juan Carlos Ondo Mangué, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes le 11 février 2020. Des militaires font irruption chez vous, à Malabo, pour vous arrêter. Et vous réussissez à vous enfuir. Depuis, vous vivez en exil. Pourquoi voulait-on vous arrêter à Malabo en février 2020? Pour une raison bien simple. Le régime, la dictature militaire qui sévit dans mon pays depuis maintenant presque un demi-siècle, 45 ans, c'est un régime qui proscrit la liberté politique, le droit à la dissidence, et qui de ce fait mène une politique systématique d'éradication, de persécution de la dissidence, de toute personne qui est assimilée à la qualité de dissident. Et en ma qualité de magistrat, de président de la Cour suprême, mon rôle est de garantir l'assujettissement justement du pouvoir politique au droit, bien sûr, ce qui est en soi contradictoire. Donc de par certaines prises de position, de par mes exhortations réitérées au pouvoir à respecter l'état de droit, j'ai été assimilé à un dissident. Et donc, de ce fait, le régime a entrepris de déployer la panoplie d'armes, d'actions qui sont habituellement utilisées contre les dissidents, c'est-à-dire tentatives de détention, d'enlèvement, aux fins d'extraire des aveux, de reconnaissance d'implication dans des délits, etc., accusations grotesques, fantaisistes, toute la panoplie. Et c'est cette panoplie qui a été utilisée à mon encontre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû quitter précipitamment le pays. Dans un premier temps, le gouvernement de votre pays vous a reproché une tentative de coup d'État en 2017. Avez-vous tenté en 2017 de renverser le président Teodoro Obiang Mangué? Monsieur Togbé, la réponse à cette question est toute faite, elle est très simple. Lorsque le procès contre les soi-disant personnes impliquées dans la tentative de coup d'État, lorsque ce procès débute, je suis encore en poste en tant que président de la Cour suprême. Donc ce procès a eu lieu, il arrive à son terme, il y a une décision qui est prise de condamnation. Il y a même un deuxième procès sur les mêmes faits contre les mêmes personnes qui est cette fois mise en œuvre par la juridiction militaire. Vous savez que, aux yeux du régime qui prévaut dans notre pays, toutes les arguties se valent. Donc ils organisent un deuxième procès, la juridiction militaire, sur les mêmes faits contre les mêmes personnes. Et il y a une décision qui est prise, à nouveau de condamnation, qui est publiée. Si j'avais eu une quelconque relation avec toutes ces personnes impliquées dans le coup d'État, pourquoi, lors de ces procès, je n'ai pas été cité? Il n'y a jamais eu d'allégation de quelque nature que ce soit qui aurait pu faire croire que j'avais eu une relation quelconque avec les personnes impliquées. Je vais vous expliquer très précisément comment le régime a essayé de tirer avantage de cette confusion pour essayer de m'impliquer, de me neutraliser. Il se trouve qu'après la tentative de 2017, j'étais en voyage privé à Madrid. J'ai rencontré par hasard
un des deux magistrats soi-disant impliqués dans cette tentative, dans un cadre privé. On a échangé et on s'est revus à 2 ou 3 reprises. Et à l'époque, j'étais loin d'imaginer que le président Obiang avait engagé des centaines de sicaires qui traquaient, qui pourchassaient ces deux magistrats, bon, ces personnes qui avaient un statut de réfugiés politiques en Espagne. Donc, il les traquait sur le sol espagnol. Et donc, à l'occasion de mon interaction avec 2 anciens collègues, 2 anciens magistrats, ils auraient pris des photos, les auraient transmises à M. Obiang, qui en a déduit que cela suffisait à prouver mon implication dans la tentative de coup d'État, ce qui est tout à fait aberrant. Et en 2018, vous êtes démis de vos fonctions. Oui. De président de la Cour suprême. Oui, je suis démis de mes fonctions pour des raisons que l'opinion publique équato-guinéenne connaît parfaitement. D'abord, ma critique de l'impunité statutaire dont bénéficie l'oligarchie politique en Guinée équatoriale. Je vous donne un exemple très simple. Le fils du président, qui est maintenant devenu le vice-président, il est condamné en France pour des faits très graves de détournement de fonds publics à hauteur de plus de 300 millions d'euros, blanchis en France. Il est poursuivi par la justice américaine. Il y a une enquête sénatoriale américaine qui prouve que la famille Obiang serait détentrice de plus de 600 comptes bancaires. Cette enquête sénatoriale américaine débouche même sur une dissolution de la banque Rexbank. Voyez-vous, malgré toutes ces actions en France, bon, il y a une condamnation, alors que les délits principaux de détournement de fonds publics ont lieu sous juridiction équato-guinéenne, il n'y a aucune action légale qui est entreprise en Guinée équatoriale. Donc, en tant que responsable du système judiciaire, cela me choque et m'interpelle. Et donc, dans le cadre de mon obligation d'évoquer les dysfonctionnements du système judiciaire, donc, je mets en lumière ce manquement très grave à l'état de droit. Il n'est pas normal qu'il y ait une catégorie de citoyens qui commettent des crimes contre le patrimoine de l'État et qui jouissent d'une impunité statutaire. Et donc, à partir de cette critique, je deviens l'homme à abattre. Plus précisément, lorsque je suis démis de mes fonctions, le dictateur Obiang ordonne l'arrestation d'un magistrat, feu José Son Ndombidang, pour des raisons tout à fait injustifiées et arbitraires, alors qu'a lieu en même temps le dialogue politique, le dialogue national entre le régime et l'opposition de la diaspora. Bon, il se trouve que malheureusement, au terme des tortures auxquelles il est soumis, il décède. Le magistrat succombe. Donc, bien sûr, ce qui crée un émoi. En détention. En détention, bien sûr. Il est torturé par les forces de sécurité sur ordre du dictateur et il décède des suites des tortures. Donc, à partir de ce moment, je présente ma démission au dictateur qui la refuse. Donc, je suis requis d'attendre qu'il me démette de mes fonctions. Donc, vous comprenez aisément que dans ce contexte-là, je devienne tout à fait naturellement l'homme à abattre du régime. C'est la morale, l'éthique, la probité et l'honnêteté qui vous ont poussé à quitter le système plutôt que de rester comme certains et s'enrichir et se taire. Qu'est-ce qui vous oppose si frontalement au président Obiang? Ce qui m'oppose si frontalement, ce n'est pas une question d'animosité personnelle. J'estime que mon pays souffre de la dictature depuis 1968. M. Obiang a été un des piliers de la répression au cours de la première dictature de Macias, en tant que responsable militaire et pénitentiaire de l'île de Bioko, depuis 1970 à 1979. Au terme du coup d'État, il prend la direction du pays et il s'arroge une impunité en tant que leader du nouveau régime. Et depuis, la Guinée n'a connu que des disgrâces. Donc, je n'ai pas quitté le système, je n'en ai jamais fait partie. C'est-à-dire que je suis un citoyen équato-guinéen, comme tous les autres. J'ai fait mes études en Occident, au terme desquelles je suis rentré dans mon pays. Et la vision que je peux avoir de la justice sociale, la vision que je peux avoir de la vision d'État
j'ai toujours essayé de la partager avec mes compatriotes. J'ai toujours essayé d'apporter ma modeste contribution en étant dans le pays, en servant l'État. Je n'ai pas servi le régime, j'ai servi le système judiciaire de mon pays. Habituellement, on désigne la Corée du Nord comme la pire des dictatures. Et là, vous comparez votre pays, la Guinée équatoriale, à la Corée du Nord. C'est une comparaison juste, selon vous? C'est une comparaison que j'assume parfaitement. Il faut que nos compatriotes, nos frères africains soient quand même conscients du fait que parmi toutes les dictatures qui sévissent en Afrique, celle qui prévaut en Guinée équatoriale est de loin la plus liberticide et la plus répressive. Vous savez, au Cameroun, la liberté de presse existe. Au Gabon, les libertés syndicales ont toujours existé au temps de Bongo. En Guinée équatoriale, il n'y a pas un seul interstice de liberté politique. Il n'y a que les chaînes qui chantent les éloges, les louanges de la dictature. Il n'y a pas de syndicats, l'opposition n'existe pas. Celle qui existe dans le pays, c'est parce qu'elle fait partie d'une soi-disant coalition. C'est aberrant au point où c'est justement un des leaders de l'opposition qui a à charge de mener la politique de négation et d'occultation des violations de droits de l'homme, qui est le vice-premier ministre Alfonso Djumokui. Donc l'opposition n'existe pas en Guinée équatoriale, sauf lorsqu'elle se rallie au PDG, lorsqu'elle chante les éloges de la dictature. Début mars 2024, la justice de votre pays émet un mandat d'arrêt international contre vous pour tentative de déstabilisation. Les autorités de votre pays montrent à l'appui une vidéo où on vous voit évoquer avec une interlocutrice le projet d'un coup d'État en Guinée équatoriale avec l'appui des Américains. C'est une affabulation. Tout à fait. Qui plus est, j'ai porté plainte auprès du doyen des juges d'instruction de Paris pour des faits d'enlèvement, de violation de mon intimité. Les soi-disant vidéos ont été extraites sans mon consentement en violation de la loi française par des agents de la cellule externe de la sécurité, des SICAIR de la Guinée équatoriale. En France? En France. Il y a des éléments équato-guinéens en France qui travaillent pour le compte de la Guinée équatoriale. Bien sûr. Qui tractent les opposants équato-guinéens. Bien sûr. Ça, vous en avez la preuve. Ces vidéos-là n'ont pas été diffusées. Le vice-président est la personne qui a commandité ces vidéos. Il les a publiées sur son compte Twitter et il a ordonné la publication sur une chaîne publique d'État de ces vidéos intimes. Je répète, c'est le vice-président qui a commandité ces vidéos. Donc ça a été exécuté par des agents de la cellule externe de la sécurité de Guinée équatoriale. Et donc ces faits ont été présentés au doyen des juges d'instruction de Paris. Et donc il y aura une enquête judiciaire qui va suivre pour établir les responsabilités. Et donc il n'est déjà pas normal d'essayer de se prévaloir de soi-disant preuves illicites. Donc, il n'est même pas nécessaire de les commenter. Mais ceci étant, pour votre éclairage, s'il vous plaît, je vous dirais que bon, les vidéos, la tentative d'essayer de déduire un soi-disant plan de déstabilisation est une tentative qui prouve la bassesse et la mauvaise foi du régime de Guinée équatoriale une fois de plus. Parce que, déjà, je suis surpris, parce que ma compagne, sur les vidéos, je suis d'abord interloqué du fait que, à un moment d'intimité, je sois agressé par des questions réitératives sur la situation politique du pays. Qu'à cela ne tienne, je lui explique qu'on ne peut pas faire un coup d'État contre un régime illégitime. Monsieur Obiang est un dictateur qui sévit en Guinée équatoriale depuis 45 ans en ayant recours à la fraude électorale systématique, dont la dernière fois en novembre 2022, où il a prétendu avoir remporté les élections avec un score de 98% des suffrages exprimés, ayant reçu l'aval de la CEAC et de l'Union africaine, ce qui est insultant pour l'ensemble des Équato-Guinéens qui souffront l'oppression de la dictature.
Et donc, dans ces conditions, comment peut-on faire un coup d'État contre un régime, justement, qui prévaut dans un pays par le biais d'un coup d'État constitutionnel? Expliquez-le-moi. Pourquoi la CEAC admet qu'au Gabon, c'était un coup d'État salvateur, parce que ça empêche la fraude électorale, et en Guinée équatoriale, l'Union africaine et la CEAC valident, entérinent la fraude électorale, et parlent de coup d'État. Comment peut-on faire un coup d'État à un régime dictatorial qui commet un coup d'État permanent, un coup d'État constitutionnel? Comment? Doit-on comprendre et déduire qu'il n'y a jamais eu chez vous l'intention de renverser le président équato-guinéen? Bien sûr qu'il n'y a jamais eu cette intention. Je revendique, j'exige, comme tous les citoyens équato-guinéens, que le dictateur Obiang renonce à l'option de la transmission dynastique du pouvoir à son fils, qui n'en a pas la légitimité et qui n'a été élu par aucun équato-guinéen. J'exige qu'au terme de 45 ans de dictature féroce, que la communauté internationale appuie une transition pactée comme cela se fait ailleurs, au Tchad et ailleurs. C'est ce que j'exige. On ne peut pas faire un coup d'État en Guinée équatoriale parce que le tyran Obiang est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il n'a pas été élu ni réélu par les citoyens équato-guinéens. Il se maintient à la force grâce au recours à la répression systématique, à la proscription de la dissidence. Sauf que dans certains pays, on voit le peuple manifester, se soulever et réclamer l'alternance et réclamer plus d'ouverture de l'espace politique. Mais on voit rarement dans votre pays, la Guinée équatoriale, les équato-guinéens se soulever, et en tout cas avec violence, contre le pouvoir équato-guinéen. Ça veut dire quoi? Que la saturation, c'est seulement chez vous, mais pas chez vos compatriotes équato-guinéens? Oui, à l'inverse, je pourrais vous demander, Monsieur Togbé, est-ce que vous croyez vraiment que le tyran s'est maintenu pendant 45 ans avec l'assentiment, grâce à l'assentiment du peuple? Est-ce que vous croyez, comme semble le faire l'Union africaine, la CEAC, avec le plus grand cynisme? Non, je ne sais pas, je pose la question. Oui, non, c'est pour introduire un peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout plausible que le peuple équato-guinéen ait pu réélire le dictateur Obiang avec 98% des suffrages exprimés. Cela n'est pas possible. Je suis un témoin privilégié pour avoir été membre de la commission électorale nationale, pour avoir été membre de la Cour constitutionnelle pendant 13 ans, pour avoir été président de la Cour suprême. Je sais comment on simule les victoires électorales en Guinée équatoriale, et ça, tout le monde le sait. Même les personnes qui se permettent d'entériner la fraude électorale en Guinée équatoriale. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de manifestation, est-ce à dire que c'est l'onction populaire, la Guinée équatoriale serait le seul exemple de peuple masochiste qui adhère à une dictature sanguinaire depuis 45 ans? Non. Chaque pays a sa configuration. Il est maintenant d'actualité de parler du Togo. Il y a des précédents de manifestations au Togo qui ont été réprimés dans le sang. Est-ce que tous les pays ont la possibilité d'organiser des manifestations? Bien sûr que non. La Guinée équatoriale, vous savez, 7 fonctionnaires sur 10 en Guinée équatoriale travaillent dans le secteur de défense et sécurité. Il y a un tel quadrillage répressif qu'il n'est pas du tout envisageable, sinon l'opposition l'aurait fait. Vous avez un exemple de quelque chose qu'on pourrait appeler une tentative de soulèvement avec des manifestations organisées par le parti CI, Ciudadanos pour l'innovation, qui ont été réprimées dans le sang. Vous avez vu dans quelles circonstances le leader Gabriel Zobian a été arrêté, dénudé, face aux caméras du monde entier. La semaine dernière, le tyran Obiang a ordonné la démolition de sa résidence privée. Donc, vous êtes le président de la plateforme Nezos Guinée équatoriale pour la défense des droits humains. Vous pensez effectivement que les droits humains sont totalement bafoués dans votre pays? Absolument. Ce n'est pas qu'une conviction, c'est le constat d'une réalité.
d'une réalité qui est quotidiennement consignée par des rapports périodiques d'organisations internationales spécialisées. En tant qu'ancien magistrat, je suis témoin direct de ces méfaits. Vous avez actuellement une enquête judiciaire qui est en cours en Espagne sur les méfaits de la cellule externe de la sécurité qui est dirigée ni plus ou moins que par un autre fils du chef de l'État. Et donc, bon, ces méfaits-là sont connus, les enlèvements, des assassinats ciblés. Lorsque le vice-président, le fils du dictateur, il publie, soi-disant, bon, un mandat d'arrêt contre moi, il se permet d'offrir une récompense pour ma capture. Donc, je reçois des menaces de mort, y compris, je suis traqué, y compris ici, en France. Vous avez peur pour votre sécurité ici en France? Bien sûr, j'en ai fait part aux autorités françaises. Bien sûr que je prends au sérieux ces menaces. Le régime est déjà passé à l'acte à plusieurs reprises. Le régime a essayé d'assassiner un ancien ambassadeur à Madrid en plein jour. Le régime a déjà exécuté plusieurs dissidents. Le régime a procédé à plusieurs enlèvements. Donc tout le monde prend au sérieux ces menaces. Vous menez un combat difficile. Comment doit-on s'imaginer l'avenir de votre pays, la Guinée équatoriale? L'avenir de notre pays doit interpeller la communauté internationale. Le régime dictatorial qui sévit dans notre pays survit grâce à ces relais internationaux. Vous savez, il est tout à fait choquant qu'au terme de la dernière fraude électorale massive, qu'un ancien ministre espagnol, qui plus est avec rang de secrétaire général adjoint de l'ONU, puisse directement faire des déclarations en disant que voilà, le processus électoral aurait été tout à fait transparent et régulier. Parce qu'il est astreint à une obligation des réserves que lui impose sa fonction, mais il est en même temps un lobbyiste reconnu de la dictature. Donc la dictature survit grâce à tous ces relais. Bon, nous interpellons justement le but de la plateforme Nexus, c'est déjà de mettre le focus sur la réalité des violations des droits de l'homme pour contrecarrer la politique négationniste du régime. Parce que vous savez... oui. Juan Carlos Ondo Mangue, je rappelle que vous êtes magistrat, ancien président de la Cour suprême de la Guinée équatoriale, président de la plateforme Nexus Guinée équatoriale, et vous militez pour plus d'ouverture politique et plus de respect des droits humains dans votre pays, la Guinée équatoriale. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, M. Tony. C'était notre invité, merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un autre numéro de notre invité.